Les différentes sources, ça va être soit le distributeur, donc jamais le label, il ne va pas avoir les contacts des équipes éditoriales, c'est le distributeur, donc c'est Believe ou Universal ou Sony, mais ça ne va pas être le label de Believe ou le label de Sony ou le label Universal. Donc je suis Mathieu Rousselot, donc je suis le responsable France de TuneCore. TuneCore c'est un distributeur digital qui permet aux artistes indépendants de distribuer leur contenu sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement, moyennement un abonnement annuel, et en échange ils reçoivent 100% des royalties, on ne prend pas de commission. Donc c'est un modèle de distribution digitale qui se démocratise beaucoup ces dernières années, qui a été permis par l'émergence des nouvelles technologies, des nouvelles manières d'écouter de la musique. Donc, en gros, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de produire un album, enfin, de la musique à moindre coût, et grâce à des boîtes comme TuneCore, de la mettre en ligne sur Spotify, Deezer, Apple, etc. Et ainsi de toucher énormément de personnes via ce biais-là. Alors, quel est ton rôle, toi, du coup, auprès des artistes, enfin, notamment aujourd'hui, tu viens pour parler avec eux un peu de com, d'autoprod. Alors mon rôle au sein de TuneCore, c'est de développer la marque. Donc comme tu disais, TuneCore appartient au groupe Believe Digital. C'est Believe qui a racheté cette entreprise qui s'appelle TuneCore, qui est une boîte américaine à la base, qui était très forte, notamment aux États-Unis. Donc moi, mon rôle, c'est de faire connaître le modèle auprès des artistes indépendants en France et dans les pays francophones. Et à l'intérieur de ça, donc j'ai plein de différents métiers. Donc c'est travailler sur le produit, monter des partenariats, faire du marketing, et pour faire connaître le modèle auprès du plus grand nombre d'artistes indépendants possible, j'essaye de monter des partenariats avec toutes les initiatives qui vont avoir comme cible des artistes indépendants. Et les tremplins sont une cible privilégiée parce que beaucoup d'artistes indépendants s'inscrivent à ce genre d'initiative pour se faire connaître. Donc on est partenaire de Music on Stage pour deux choses. D'une part, on va avoir un fort intérêt pour Music on Stage parce qu'on a une grosse base d'artistes indépendants, et du coup on va pouvoir communiquer auprès de l'événement, auprès de notre base. Donc beaucoup d'artistes TuneCore vont s'inscrire à Music on Stage, et inversement, Music on Stage va communiquer auprès de ses partenaires, auprès de tous ceux qui s'inscrivent, et du coup je vais pouvoir aller parler de TuneCore à plein de groupes qui ne sont pas encore distribués, qui ne connaissent pas le modèle. Et plus spécifiquement aujourd'hui, avec Music on Stage, on a organisé une journée de coaching. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de rencontrer les groupes finalistes pour voir où ils en sont dans leur carrière, et essayer, en fonction des différents métiers que j'ai eus jusqu'à aujourd'hui et de mon métier actuel, de leur donner des conseils de manière humble. Je ne suis pas là pour révolutionner leur carrière, mais d'essayer de leur donner des bonnes pratiques sur la distribution digitale, sur la stratégie, sur comment maximiser sa carrière, comment pouvoir rester indépendant, et essayer de les aider. C'est important de rester indépendant, justement, selon toi ? Tout dépend de l'artiste. Il y a autant d'histoires à écrire qu'il y a d'artistes. Tout dépend des besoins, tout dépend de ses facultés à pouvoir rester indépendant. C'est pas donné à tout le monde. Rester indépendant, ça nécessite faire 20 métiers. Tout le monde n'est pas armé pour faire ces 20 métiers différents. Donc le do-it-yourself, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, qui n'était pas avant, et ça a de très très bons côtés. Ça a permis de faire émerger beaucoup d'artistes, donc certains sont restés complètement indépendant et fonctionne encore en do-it-yourself, mais ça a aussi ses limites, parce que un artiste, c'est souvent très doué pour produire de la musique, et c'est pour ça qu'il est là, mais paradoxalement, c'est aussi souvent les artistes qui sont le moins doués pour gérer une carrière administrative, financière ou autre. Donc il peut être intéressant de se faire accompagner sur certains domaines. Donc je pense qu'il y a des limites selon le profil de chacun. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, justement, on a l'impression que l'artiste, comme tu disais, doit exercer 20 métiers. Il doit être chef de projet, communicant, il doit savoir s'enregistrer tout seul.
il doit faire de l'événementiel, du merchandising et tout. Du coup, justement, en fait là-dedans, à quoi servent les maisons de disques, les labels, vu qu'en gros on demande à l'artiste de tout faire, en fait quelle est la plus-value Alors bah oui, effectivement c'est un sujet on ne peut plus d'actualité puisque la définition même de la maison de disque a été bouleversée ces dernières années avec toute la crise qu'il y a eu sur le marché du disque. On va pas refaire un cours d'histoire, mais concrètement, que ce soit sur l'auditeur, le fan de musique qui a, grâce à ou à cause de cette crise du disque, bouleversé la manière d'écouter de la musique qui était historiquement dictée par l'industrie via en imposant des formats, des supports, donc le vinyle, le CD, etc. Et que après la Napster et Emule, c'est le fan qui a dicté à l'industrie sa manière d'écouter de la musique. Donc le rapport de force s'est inversé et l'émergence du streaming s'est produite grâce notamment à Deezer. Donc on a remis le fan au centre de l'écosystème pour écouter de la musique, pour consommer de la musique. De la même manière, sur l'artiste, le rapport de force s'est complètement inversé. On est passé d'une période où les maisons de disques étaient vraiment reines du jeu, et c'était elles qui imposaient leurs règles à tous les artistes. Grâce à des boîtes comme TuneCore et d'autres, on a permis à l'artiste de renverser le rapport de force qu'il y avait avec les maisons de disques en imposant un nouveau modèle économique. Et aujourd'hui, un artiste va avoir une alternative à une distribution classique via un distributeur traditionnel ou une maison de disques, puisqu'il a le choix de se distribuer par TuneCore ou par un concurrent. Concrètement, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec Mylène Farmer, qui était chez Universal en contrat d'artiste et qui a rompu son contrat pour se distribuer avec un deal de distribution via Sony et de renverser le rapport de force et notamment les marges des maisons de disques. Tout ça fait que la maison de disques s'est posé des questions, a été forcée de se poser des questions en voyant l'émergence de ces nouveaux modèles, qu'un volume important d'artistes se servait de ces nouveaux moyens de se distribuer. Elle a dû réfléchir à sa position et à ce qu'elle proposait aux artistes. Donc c'est ce qui se passe ces derniers mois, ces dernières années, c'est que les maisons de disques n'ont plus un modèle de contrat, mais ils vont avoir un modèle de contrat pour chaque artiste en fonction de ses besoins. Donc c'est concrètement le cas pour Believe, la maison mère de TuneCore, mais c'est exactement la même chose pour Warner ou pour Universal ou pour n'importe quelle autre maison de disques. Aujourd'hui, elles vont mettre en place une stratégie qu'on appelle d'artist services pour pouvoir s'adapter aux besoins de chaque artiste. Donc concrètement, un artiste va avoir besoin de l'ensemble des métiers possibles qu'une maison de disques va pouvoir lui procurer, dans la production, dans le management, dans la com, dans le marketing, dans l'édition, etc. Donc un artiste va prendre l'ensemble du package, entre guillemets, et donner tout le contrôle à la maison de disques pour gérer ça à sa place, parce que lui il considère qu'il va pas être doué là-dessus. Et on va avoir d'autres artistes qui vont être très doués pour les réseaux sociaux par exemple, ou pour la production, ou pour n'importe quel autre aspect, et du coup ça va être à la carte, un contrat à la carte. Et la maison de disques est capable aujourd'hui et est même obligée aujourd'hui de pouvoir proposer à des artistes pour pouvoir les signer, pour pouvoir les garder, ces contrats à la carte. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, le rôle de la maison de disques a été profondément bouleversé par à cause de plusieurs causes, et l'émergence des modèles comme TuneCore en est une. Mais ceci dit, Mylène Farmer, avant de faire ça, elle était déjà Mylène Farmer. En fait, comment un jeune groupe aujourd'hui peut émerger sans relais, parce qu'on voit bien qu'à un moment, pour être relayé sur les médias, les grands médias, je parle des médias télévisés, des grosses chaînes de radio et tout, on a l'impression que si on passe pas par les maisons de disques, c'est mort.
Et donc, le Camille Farmer est intéressant, mais en gros, ça se passe comment pour un... Alors moi je prenais l'exemple de Mylène Farmer parce qu'il est flagrant et on parle d'un artiste très mainstream qui, même à ce niveau-là, suit cette voie. Mais moi j'ai des multiples exemples au sein du catalogue TuneCore d'artistes qui arrivent à fonctionner et être très médiatisés et médiatiques sans passer par la maison de disques traditionnelle. Donc c'est beaucoup le cas aux États-Unis, parce que c'est une boîte américaine à la base, mais des artistes qui ont remporté des Grammy Awards comme Chance the Rapper ou même comme Drake qui a commencé sur TuneCore. Chance the Rapper qui est encore sur TuneCore et qui continue là-dessus. En France, plus proche de nous, on a aujourd'hui l'artiste qui était numéro du top la semaine dernière, qui est Hugo TSR, qui est complètement indépendant et qui passe par TuneCore et qui est aujourd'hui playlisté sur Skyrock, qui fait qui est devenu, qui prend les mêmes voix que des artistes hip-hop signés en major ou signés chez Believe. Il est très possible aujourd'hui pour des artistes indépendants de pouvoir suivre les mêmes voies que des gros artistes signés. Alors on a bien compris que TuneCore c'était une des solutions pour la distribution de la musique, la vente de la musique, mais en amont, il y a plein de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, SoundCloud et tout, qui ont tous des déboires. Facebook, on dit que c'est commencé à être boudé par les teenagers. SoundCloud, c'est un truc un peu boiteux en termes de modèle économique, on ne sait jamais ça va pas fermer demain. Twitter, c'est un truc pour les geeks, les politiques en mal de visibilité. En fait, sur quoi faut miser? Est-ce que aujourd'hui, un jeune artiste qui a juste ses chansons et qui veut partir à l'assaut et éventuellement être un jour playlisté sur une grosse station de radio, tout ça, sur quoi il doit miser? Est-ce qu'il doit être un peu présent partout? Est-ce qu'il doit se concentrer sur une plateforme particulière? Alors pour moi, ce que je conseille aux artistes quand ils me posent la question, c'est il est très important d'être présent partout pour pouvoir toucher le plus de monde possible. D'accord. Si on n'est pas Radiohead ou Mylène Farmer et qu'on n'a pas la popularité nécessaire pour attirer toute sa fanbase sur une plateforme spécifique, on va se couper d'un gros potentiel. Aujourd'hui, même Jay-Z avec sa Tidal n'a pas réussi à convertir l'intégralité de ses fans en abonnés Tidal. L'intégralité de ses fans sont devenus des pirates parce qu'ils ne voulaient pas se prendre d'abonnement à Tidal. Donc certains ont quand même pris une offre promotionnelle et ont résilié leur abonnement à la fin de cette offre. Mais même un artiste de cette taille-là n'arrive pas à convertir sa base. Du coup, pour moi, il est vraiment plus stratégique pour un artiste d'être présent sur tous les supports de communication. Quitte à avoir le même contenu sur tous les supports. Oui, moi je suis pas un pro de l'exclusivité et l'exclusivité marche encore une fois pour des artistes d'une certaine taille. Aujourd'hui, quand un artiste émergent se lance, souvent il n'a même pas assez de contenu pour faire des exclusivités. Donc moi mon conseil c'est vraiment d'être présent sur toutes les plateformes possibles et de pouvoir communiquer auprès de toute la base possible. C'est pas lui qui va révolutionner l'industrie musicale et les modes de rémunération de toutes les plateformes. Donc pour pouvoir toucher les personnes qui écoutent de la musique sur YouTube, celles qui écoutent de la musique sur Deezer, celles qui écoutent de la musique sur SoundCloud, il faut être présent sur ces différentes plateformes. On va pas convertir tous ceux qui écoutent de la musique sur Spotify à Deezer si je fais une exclusivité sur Deezer. Si je fais cette exclusivité, les abonnés Spotify n'écouteront juste pas la musique qui est disponible sur Deezer. Donc pour moi, il est vraiment important d'être présent sur toutes les plateformes et c'est ce que je conseille aux artistes qui me demandent. Et alors, on sait que YouTube aujourd'hui, ça reste, je crois, la première plateforme pour écouter la musique. Alors j'imagine que ça doit dépendre des classes d'âge, des genres musicaux, tout ça, mais ça reste en tout cas une des plateformes majeures pour écouter la musique. Est-ce que ça vaut le coup d'être sur YouTube, quitte à faire un clip avec une image fixe ou un slideshow, ou est-ce que c'est débile de faire ça? Est-ce qu'il faut vraiment être dans la démarche d'un clip forcément?
Non. Parce qu'au début, on n'a pas beaucoup de moyens, donc... Pour moi, c'est important d'être sur YouTube. Ouais. C'est mieux s'il y a une vidéo qui accompagne sa musique. Ouais. Après, c'est pas obligatoire. Il y a plein de gens qui écoutent YouTube comme une radio, exactement, sans regarder les images. Donc, le plus important, c'est d'y être. C'est mieux d'avoir un clip qui accompagne sa musique. On n'est pas obligé, ça coûte cher de produire un clip. Donc c'est pas obligatoire. Et effectivement, YouTube, c'est un des médias les plus consommés aujourd'hui, en volume, pas en revenus, en valeur. Et c'est intéressant parce qu'il y a certaines études aux États-Unis qui viennent de paraître qui relativisaient l'importance de YouTube chez les nouvelles générations qui écoutent de plus en plus de la musique sur des plateformes monétisées comme Spotify, Google ou Apple. Donc les plateformes de streaming, en particulier, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais chez les très jeunes, sont très plébiscitées de plus en plus. Ouais. En interviewant un groupe, j'entendais qu'ils passaient 20% à faire de la musique et 80% à faire le reste, c'est-à-dire à faire des clips, de la présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant? Est-ce que c'est ça le début d'une vie d'artiste? Est-ce que c'est vraiment faire peu en musique mais en parler beaucoup? Quel est ton point de vue? Alors effectivement, c'est un cas particulier, mais qui est révélateur de l'activité de beaucoup d'artistes, c'est qu'aujourd'hui, le temps consacré à la production de musique diminue, et ce qui est bon et pas bon. D'une part, je ne sais pas si ce groupe-là aurait pu à une autre époque qu'en 2017 produire sa propre musique et en être là aujourd'hui. Donc la technologie a des bons côtés puisque ça leur a permis de pouvoir sortir, gagner le concours Music on Stage. Donc ça a des bons côtés. Après ça a des limites, encore une fois. Et on ne peut pas passer l'intégralité de son temps à faire tout sauf de la musique. Donc il faut trouver un équilibre. Aujourd'hui, c'est clair que il y a quand on veut être indépendant, il faut savoir faire plein de métiers. Nous, ce qu'on essaie de faire chez TuneCore, c'est de trouver des partenaires ou de développer en interne des services qui vont pouvoir faciliter la vie de l'artiste et qui puissent justement se dégager du temps le plus possible. Donc concrètement, c'est de trouver des partenaires de mastering, de merchandising, de monétisation YouTube, de publishing, etc. pour s'occuper à sa place de ces parties, de ces aspects de sa carrière d'indépendant qui sont très chronophages et très spécifiques et qui ne peuvent pas s'inventer, pour le décharger et qu'il puisse passer plus de temps sur ce pourquoi il est bon, c'est-à-dire créer de la musique. Alors je vois à quoi tu fais allusion, ça me rappelle la pub Blender. On nous dit aujourd'hui il est de plus en plus facile de créer de la musique et solution de mastering en ligne. Quoi qu'on pense techniquement de la solution, la question qu'on se pose c'est est-ce que le combustible dans l'industrie du disque maintenant c'est pas l'artiste lui-même, c'est pas sur lui que s'est déporté le modèle économique, c'est-à-dire qu'on lui fait acheter des services, comme les gens ne veulent plus acheter de disques, en fait on vend des choses aux artistes. Ce que c'est sûr, c'est que avec les bouleversements qu'il y a eu ces dernières années, la position et le rôle de chacun, on parlait de la maison de disques, de l'éditeur, de l'artiste, tout a changé, on est en train de créer des nouveaux modèles et ça évolue en temps réel, ça n'a jamais été aussi vite qu'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, des modèles comme TuneCore ou comme des services de mastering instantané, ProMaster, Lender ou Masterlaser, etc., fonctionnent sur cette base-là, où c'est l'artiste qui doit investir, mais on parle de sommes très, très faibles. Oui, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que ces artistes-là, il y a 20 ans, en 1997, ne seraient jamais devenus artistes. Ils auraient continué à jouer pour la guitare,
au sein de leur famille, au sein de leur cercle d'amis. Ceci dit, après, il faut relativiser, c'est-à-dire c'est pas parce que tu mets tes titres sur ton corps que quelqu'un va les écouter. Ah bon, d'accord. Donc, Mais avant, l'équivalent de TuneCore, enfin l'équivalent de Spotify plutôt, c'est donc les rayons, les bacs à disques de la Fnac. L'artiste n'aurait pas pu produire sa musique, l'enregistrer avec une qualité de mastering ou de production qui était assez bonne pour pouvoir le sortir. Donc aujourd'hui c'est pas parfait, mais c'est une solution alternative et beaucoup moins coûteuse qu'un service de mastering ou autre fait par des ingénieurs du son professionnels. Donc ça va pas remplacer, mais c'est une solution alternative. Du coup, ce même artiste en 97 n'aura pas pu produire sa musique et il n'aura pas pu la distribuer. Donc aujourd'hui, il peut la produire et il peut la distribuer. Donc oui, les coûts ne peuvent pas être supportés par tous les studios de mastering ou par les distributeurs. Donc on a créé des nouveaux modèles économiques et il nécessite que ce soit l'artiste à un moment qui investisse dans la production, dans la distribution, sachant que pour pouvoir le faire. Pour la plupart du temps, il n'aura pas de retour sur investissement. Il peut ne pas avoir de retour sur investissement, donc on a quand même plein d'artistes qui ont du retour sur investissement, on a plein qui n'en ont pas. Oui, effectivement. Alors je peux pas donner la proportion d'artistes qui ont un retour positif sur un investissement, mais il faut pas, pour moi, voir la présence sur Spotify uniquement comme générateur de royalties. Oui, c'est ça, je veux générer des royalties, mais c'est aussi de l'exposition, de la communication et de pouvoir être accessible auprès de ses fans. Aujourd'hui, moi, si je suis un artiste et que je veux organiser une tournée en Allemagne, par exemple, si le fan allemand ne peut pas m'écouter, je peux pas faire de tournée là-bas. Donc c'est quand je vais écrire à une salle ou que mon booker va le faire à ma place, il est très important que je puisse être disponible. Donc c'est autre chose que simplement de la présence qui va générer des royalties, le fait d'être présent sur les plateformes. D'accord. Ok, merci. À toi. Avec plaisir.